Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'alphabet pas bête. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu comment l'alphabet phénicien, en s'adaptant à la langue grecque, a donné naissance à l'alphabet grec, lequel, à son tour, s'est transformé en l'alphabet latin en s'adaptant à la langue latine. Dans cette troisième vidéo, nous allons explorer plus en détail les origines à la fois grecques et latines des lettres de notre alphabet, en nous appuyant sur la théorie proposée par Thierry de Mortin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour revenir sur deux notions essentielles, l'acrophonie et l'acropictographie. Le mot phénicien Aleph veut dire bœuf. Son initiale est une tête de bœuf, avec sa tête triangulaire surmontée de cornes. L'acrophonie, c'est précisément quand un mot, ici Aleph, admet son initiale comme pictogramme, et que le nom de la lettre initiale est précisément ce mot, en l'occurrence Aleph. Le mot grec pili, on l'a vu, admet son initiale comme pictogramme, puisque son initiale pi a la forme d'une porte, celle des lionnes à Mycène. On dira donc que pili est acropictographique car il admet son initiale pi comme pictogramme. En revanche, contrairement à l'acrophonie, la lettre pi ne prend pas le nom du mot dont elle est le pictogramme. Pour qu'il y ait acrophonie, la lettre pi aurait dû s'appeler pili. Maintenant que ces notions sont claires, passons en revue quelques lettres de l'alphabet et leurs origines. Si l'on pense aux trois griffes de l'outil qui permettent de sarcler la terre, on pourra associer la lettre E au mot hétéro, qui veut dire sarcler, cultiver, ratisser. Mais en tout cas, ce E n'a plus rien à voir avec le E phénicien qui représentait l'interjection hé. En latin, comme par hasard, il y a de multiples formes des mots sarcler et ratisser qui commencent par E. Pour ratisser, on trouve eradere. Pour sarcler, on trouve eruncare, ou bien exherbare, et enfin eligare quand il s'agit d'arracher les mauvaises herbes. Chacun de ces mots est précédé du préfixe ex, ou e pour la forme abrégée, qui exprime l'idée de sortir, retirer, enlever, comme si on le faisait avec l'outil pour sarcler ou ratisser. Les verbes ci-dessus donnent donc une pertinence pictographique au préfixe ex. La lettre F provient de la lettre grecque digamma, comme s'il s'agissait de deux gammas l'un au-dessus de l'autre. En latin, elle peut être rapprochée du mot furca, qui désigne une fourche. Le trait vertical représente le manche, tandis que les traits horizontaux forment les deux griffes de l'outil. Mais on peut également y voir la faux, qui se dit falx en latin. Le trait vertical représente alors le manche. Le plus petit trait, situé au milieu, correspond à la poignée. Il s'agit d'une faux à deux mains. Le trait le plus long, en haut, représente la lame. Enfin, une explication sur les longueurs comparées des deux traits horizontaux de la lettre F. Considérons la figure géométrique qu'est la lettre gamma, qui forme un angle droit. La lettre gamma est issue de la lettre phénicienne guimel, qui signifie chameau. Pourtant, en grec, chameau se dit kamélos, ce qui n'a aucun lien apparent avec la lettre gamma. On peut alors supposer que l'évolution de la lettre phénicienne guimel en gamma peut-être été influencée par les mots grecs commençant par le son g. Or, la lettre gamma, avec ses deux traits perpendiculaires, est la première lettre du mot gonia, qui signifie angle, coin ou encore équerre, et qui a donné le mot hexagone ou la trigonométrie. On retrouve aussi le mot goniasmos, qui désigne l'action de mesurer avec une équerre. Cela suggère que la lettre gamma a progressivement adopté une forme définitive qui s'accorde mieux avec les mots grecs et leur signification géométrique. En latin, la lettre G remplaça phonétiquement la lettre gamma. Mais comment se fait-il que, soudain, cette lettre en forme d'équerre se transforme en une lettre tout en rondeur, proche du C? On peut trouver une explication pictographique à ce mystère, si on sait que les verbes globare et glomérare signifient respectivement arrondir ou former en peloton, et amasser en rond pour mettre en pelote. Pour faire une pelote, on part du centre et on tourne vers l'extérieur. De plus, le nom glomus signifie petite boule, et le mot globulus fait référence à une petite sphère, tout comme gluma désigne la peau d'un fruit. En résumé, tous ces mots évoquent une forme arrondie.
En grec, plusieurs mots peuvent évoquer la lettre I, vue comme un pictogramme. Le javelot, ia, parfois appelé trait en français, ou encore le mât, istos. Ces deux objets occupaient une place essentielle dans la vie économique et militaire de la Grèce, ce qui pourrait expliquer la manière dont la lettre I a été perçue et intégrée dans l'alphabet grec. En latin, le mot javelot devient iaculum, qui s'orthographiait I-A-C-U-L-U-M, avant l'apparition de la lettre J, prononcée yé. On peut donc considérer que la lettre I a conservé une valeur pictographique identique en passant du grec au latin. Un autre scénario est numérique. Les Grecs utilisaient l'ordre alphabétique pour transcrire les chiffres. A pour 1, B pour 2, gamma pour 3, etc. Les Latins, en revanche, ont adopté une représentation analogique. I pour 1, II pour 2, III pour 3, qui représente 1, 2 ou 3 doigts de la main. V pour 5, le V représentant une main, avec le pouce écarté et les 4 autres doigts collés. X pour 10, deux mains en V accolées, symbolisant les 10 doigts. Ainsi, le chiffre I représente un doigt par un simple trait vertical. Or, le mot index, même mot qu'en français, qui désigne le deuxième doigt de la main en partant du pouce, celui qui indique, montre, et avec lequel on se gratte le nez, commence précisément par la lettre I. On peut donc se demander, le I est-il un javelot, comme en grec, ou bien un doigt? La lettre grecque lambda, qui forme une pointe avec ses deux traits droits, fait penser au mot logke, qui signifie pic ou fer de lance. En latin, la lettre lambda fut remplacée par la lettre L. Si lambda pouvait représenter un fer de lance, qu'en est-il de la lettre L qui forme un angle droit? On peut y voir la silhouette d'une houe, cet instrument agricole utilisé pour travailler la terre. D'ailleurs, la houe se dit ligo en latin. Le petit côté, celui face contre terre, représente le fer de la houe. Le grand côté, vertical, symbolise le manche. Ainsi, la lettre L pourrait bien être la représentation stylisée d'un outil essentiel à l'agriculture. Comme pour la lettre sigma, la lettre M avait à l'origine des traits obliques. Si l'on imagine que chaque couple de traits obliques de part et d'autre de l'axe de symétrie représente les deux branches d'un compas, on constate que les pointes extérieures du compas sont à égale distance du point central. Or, par définition, le milieu de deux points est précisément le point situé à égale distance des deux extrêmes. D'où l'idée d'associer la lettre M au mot mès, qui signifie milieu en grec. Il est également intéressant de rapprocher la lettre M, correspondant au milieu, de la lettre H, correspondant à la moitié, et d'observer comment ces pictogrammes différencient nettement deux notions pourtant proches. En latin, le préfixe mès se transforme en mès, où il figure en tête de plusieurs mots. Mais surtout, le mot milieu se dit en latin medius, et il commence également par la lettre M. Par conséquent, grâce à cette coïncidence, on peut penser que la valeur pictographique du M est restée la même en passant du grec au latin. Le M, c'est le milieu. On peut également y voir l'idée de mesure, qui consiste à reporter n fois une même distance, comme on le ferait avec un compas. D'ailleurs, le mot mesure se dit mensura en latin. Enfin, si le A évoque la cime des montagnes, il serait logique de penser que le M puisse aussi évoquer quant à lui la montagne, qui se dit mons. Le M serait deux montagnes côte à côte. La lettre Q n'a pas d'équivalent grec. En latin, la lettre Q, qui prenait le son que et était souvent associée au U, peut être interprétée par analogie avec un caractère kanji, représentant le mot blanc. Dans ce kanji, le carré barré d'un trait symbolise le soleil, tandis que le petit trait oblique en haut représente une goutte. Ce signe se lit donc comme goutte de soleil, une image à la fois poétique et évocatrice. Si l'on applique cette logique à la lettre Q, on remarque qu'elle est formée d'un cercle, ou d'une sphère en 3 dimensions, une forme parfaite et idéale, qui évoque donc la perfection.
Si à l'instar du kanji, le petit trait oblique en bas, la queue du Q représente une goutte ou une touche, alors le Q peut se lire comme une goutte de perfection. Cette interprétation trouve un écho dans le mot latin qualitas, qui signifie qualité. Et qu'est-ce donc que la qualité, sinon une touche de perfection? En parlant de gouttes, on peut également penser à des mots latins contenant la lettre Q, comme liquor, liquamen ou encore aqua. Ces termes renforcent l'idée d'un élément fluide et pur, qui pourrait être représenté par la lettre Q elle-même. La lettre Rho vient de la lettre phénicienne res, qui veut dire tête. Or, tête en grec se dit képhalé, qui a donné le mot céphalée ou mal de tête. Et donc, la lettre Rho a été recyclée. La lettre Rho évoque effectivement un objet muni d'un manche, dont la partie supérieure est arrondie ou massive. Cela conduit naturellement à l'idée de l'associer à des mots désignant des outils ou des instruments avec ces caractéristiques. Ainsi, la lettre Rho pourrait être reliée à des termes comme raibo, qui signifie bâton à tête recourbée, raister, qui désigne un marteau, ou encore ropalon, qui fait référence à une massue ou marteau de porte. Ces mots partagent liés un objet dur et solide, souvent avec une partie supérieure arrondie, ce qui correspond bien à la forme de la lettre Rho. En latin, la lettre R garde une certaine analogie avec la lettre grecque Rho dont elle est dérivée, mais elle s'affuble d'un trait supplémentaire, plutôt courbe, qui part du lobe supérieur et descend vers la droite. Pourquoi une telle transformation graphique? On peut penser que ce lobe supérieur semble être esquissé par les traits du bas, comme s'il s'agissait d'un mouvement inachevé. Mis bout à bout, ces lobes évoquent les mailles d'un filet, qui se dit rete en latin, d'où le mot re en français, signifiant filet. La lettre R peut alors être associée à la pêche. Les verbes restringere, lier, ou rewinkere, enchaîner, serré étroitement par derrière, signifient également lier. Et là encore, le R évoque la boucle d'une corde nouée, dont les deux bouts dépassent, et même la corde à pendre, qui fait une sinistre boucle. Le mot corde se dit d'ailleurs restis en latin. Cela pourrait également suggérer une trace ancienne de l'esclavage, ou le symbole de l'homme prisonnier, capturé et lié par une corde, ou bien que l'on va pendre. Mais surtout, cette idée de répétition, présente dans le geste du pêcheur, qui fait et refait les mailles de son filet, trouve sa pleine expression dans le préfixe latin re, qui indique précisément l'idée de répétition. Ce préfixe, devant un mot, signifie en effet refaire ou faire à nouveau. Par exemple, repeto signifie chercher à atteindre de nouveau. La lettre qui fut inventée par les Grecs, et il est intéressant de noter qu'elle est la première lettre du mot chiaso, qui signifie disposé en forme de qui, c'est-à-dire en croix, mais pas au sens de la croix du supplice de Christ. Or, la lettre qui a précisément la forme d'une croix. Les chiasmatos dessinent des poutres disposées en croix dans une charpente, renforçant encore l'association entre la lettre et l'idée de forme croisée. La question se pose alors, simple coïncidence ou bien volonté délibérée des Grecs d'associer à une lettre de leur alphabet un mot de leur propre langue dont l'initiale serait le pictogramme même? Il semble probable que cette association ne soit pas simplement le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une intention consciente d'illustrer visuellement la signification du mot à travers la lettre. La lettre X, en passant de l'alphabet grec à l'alphabet latin, subit une modification phonétique. En grec, elle représente un son k aspiré, tandis qu'en latin, elle passe au son x. Si en grec, on peut l'associer à des mots signifiant en forme de croix, comme nous l'avons vu précédemment, elle apparaît aussi en latin à la fin du mot crux, qui signifie croix. De cette manière, la lettre X conserve un lien mnémotechnique entre sa forme, en croix, et le mot croix. On peut donc dire x, comme dans crux, et retrouver facilement la forme de cette lettre. Ce lien entre la forme de la lettre et son sens constitue une petite entorse à la règle de l'acrophonie, où normalement la lettre correspond à un mot dont elle est la première lettre. La lettre X a ainsi la forme de la croix de Saint-André, avec ses deux bras qui se croisent en diagonale. La lettre zeta est assez rare en grec, car peu de mots commencent par cette lettre.
Cependant, elle évoque l'image des éclairs qui zèbrent le ciel d'orage et sont précipités du ciel, le trait horizontal du haut vers la terre, le trait horizontal du bas, en diagonale, le trait oblique. Ainsi, la lettre zeta pourrait représenter le mot zalé, qui signifie tempête ou orage. Il est également intéressant de rappeler que Zéus était le dieu suprême de la mythologie grecque et qu'il commandait la foudre et la tempête, renforçant encore l'association entre la lettre Z et ces phénomènes naturels puissants et destructeurs. Aux formes de l'éclair de Zeus, les latins ont peut-être préféré les zébrures du zèbre, qui se dit Equus zebra. Mais le Z avait un usage encore plus limité en latin qu'en grec. La lettre W est arrivée beaucoup plus tard et fut d'un usage nordique au début. En tout cas, il n'a pas été inventé ni par les Grecs ni par les Latins. Il est aisé de l'associer au mot anglais wave ou allemand Welle, qui veulent tout de dire la vague. Le W n'est qu'une waveform, c'est-à-dire une forme d'onde. En effet, quand on le multiplie à l'infini, cela donne ceci. Nous voici donc arrivés à la fin de notre revue alphabétique, dotée de quelques connaissances supplémentaires sur l'histoire des lettres que nous utilisons quotidiennement. Mais avant de conclure, parcourons notre alphabet une dernière fois à travers un abécédaire. En observant les lettres qui nous entourent, on découvre qu'elles peuvent évoquer des éléments de la nature, des activités humaines, des animaux, des objets ou encore des concepts abstraits. Dans la nature, la lettre A évoque la cime d'une montagne, tandis que le M rappelle les chaînes montagneuses. La lettre D suggère une demi-lune et le C le croissant de lune. Enfin, le Q fait penser à l'eau, au liquide, voire à une goutte. Du côté de l'humain et de ses gestes, la lettre O renvoie à l'œil, tandis que le I fait penser au doigt, notamment l'index. La lettre Y symbolise le bas-ventre féminin, et le Q peut aussi évoquer la qualité ou une manière d'être. Le V est associé à la victoire, le U à l'union. Quant à la lettre R, elle évoque le lien, la tâche. Elle peut rappeler les chaînes, le prisonnier ou l'esclave. Dans le règne animal, la lettre Z fait penser au zèbre, et le S au serpent. Le O peut représenter à la fois l'œuf et l'œil. Chez les plantes, la lettre O est associée à l'olive, tandis que le G renvoie à la peau des fruits. Les métiers et les outils sont eux aussi évoqués par certaines lettres. Le I rappelle le javelot du guerrier, et le B la baliste. Le P symbolise la casserole, instrument de cuisine. La lettre R évoque la maille d'un filet de pêche, et le C, la courbure des objets forgés ou le corps, instrument de musique. Le G est lié à l'action de mettre en pelote de laine. Le F fait penser à la faux ou à la fourche, et le L à la houe, tous les deux des outils agricoles. La lettre N renvoie à la trame textile, et le E à l'action de ratisser ou de sarcler. Le T symbolise la balance, outil de mesure en commerce ou en justice, tandis que le U, encore une fois, rappelle l'union, notamment en politique. En géométrie, la lettre I représente une droite, le X une croix, le H évoque la moitié, le M le milieu. Le D suggère un demi-cercle ou une moitié, et le O le cercle parfait. Enfin, dans le domaine de la construction et de l'architecture, la lettre M symbolise à la fois le milieu mesuré au compas et la mesure elle-même, telle que pratiquée par le géomètre. Ainsi s'achève ce voyage aux origines de notre alphabet, reflet d'une mémoire partagée entre la Grèce, Rome et le monde moderne. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.